Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Boss Fighter QR, un jeu qui a été édité en 2025 par Pegasus Spiel et qui devrait être traduit prochainement en français. C'est un jeu de l'auteur Michael Palm et Luca Zach, qui sont les auteurs de Dorf Romantique, le jeu de plateau. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, mais on peut quand même y jouer en solo en contrôlant 2 personnages, et les parties durent entre 40 à 60 minutes. Le but du jeu va être de battre des boss. Donc c'est un jeu coopératif de campagne dans lequel on va affronter 10 boss, un à la suite de l'autre, tout en faisant évoluer notre personnage après chaque boss en ajoutant des nouvelles cartes dans notre deck. Donc c'est un jeu de cartes, de gestion de main de cartes. Donc les attaques qu'on va faire, les actions qu'on va faire vont être représentées par des cartes. Et le tout va être géré avec une application mobile qui va gérer le boss, ses attaques, les attaques qu'il va nous faire, les points de vie du boss. Et on va devoir scanner nos cartes avec des codes QR sur la caméra de l'appareil où il va y avoir l'application d'installer qui va gérer le boss. Et les cartes vont s'activer et les différents effets vont se faire subir sur le boss. Mais tous les effets de personnages vont être gérés par les joueurs. Donc on a vraiment un hybride entre un jeu de plateau et un jeu évidemment sur un téléphone ou une tablette. Alors, Boss Fighter QR, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va créer notre personnage pour la campagne. On va donc se choisir un des 4 héros et on va le mélanger avec une des 4 classes. Chaque héros vient avec 6 cartes et chaque classe vient avec 6 cartes et la combinaison qu'on va choisir va former notre deck de personnages avec nos 12 cartes de départ. On pourrait donc choisir de faire l'elfe magicienne et on pourrait choisir de faire le nain rogue. On va placer notre carte héros ainsi que notre carte classe une à côté de l'autre dans notre zone de jeu et cela va déterminer notre nombre de points de vie total. Donc si j'ai 14 points de vie sur la carte de l'elfe et 7 points de vie sur la carte du magicien, on va donc additionner ces deux valeurs pour savoir le nombre de points de vie de notre personnage qui va être de 21 et on va ajuster notre roulette de points de vie à notre maximum de points de vie comme dans cet exemple à 21. Le reste de nos cartes héros et de nos cartes de classe seront mélangées pour former notre deck de personnages. Et on va aussi se prendre une carte aide de jeu. Et on va aller piocher notre main de départ. On va se référer à notre carte héros et notre carte classe. Donc on va additionner les deux valeurs de nombre de cartes. Donc 5 plus 2. J'ai donc une main de 7 cartes. Donc on va piocher les 7 premières cartes et on va venir les placer dans notre main. On va se former une réserve avec les jetons de poison. On va ensuite démarrer l'application mobile Boss Fighter QR et on va se créer notre groupe pour notre campagne. Donc ici, j'ai appelé mon groupe d'aventuriers Professeur Board Game Crew. On va donc cliquer sur le bouton Let's Go pour pouvoir enregistrer les personnages de notre campagne. Tout au long de la partie, on va laisser l'appareil mobile à plat sur la table et on va utiliser la caméra du devant pour pouvoir scanner les codes QR qui sont sur les cartes pour faire différents effets et attaquer le boss. Donc, pour enregistrer nos personnages, on va aller scanner la carte de notre héros. Donc, on dit de la scanner environ à 15 cm de hauteur de la caméra. Et on va aussi scanner la classe qu'on a choisie pour ce personnage. Donc, ici, j'ai mon elfe magicienne. On voit que l'icône de l'elfe et l'icône du magicien est apparue. On va donc pouvoir nommer ce personnage. Donc, on va nommer ce personnage Ruth, qui sera notre elfe magicienne dans notre campagne. Et on va ensuite choisir sa place autour de la table. Donc, elle sera assise de ce côté-là de l'application mobile. Donc, on va l'assigner à cette place. Et on va faire la même chose avec notre nain rogue. On va aller scanner sa carte de personnage. Donc, ici, on a la carte du nain. On va scanner sa classe qui est le rogue. Et on va ensuite nommer notre rogue. Donc, on va l'appeler Darwin. Et on va choisir sa place autour de la table. Et une fois qu'on a enregistré nos 2 personnages et qu'on les a assis autour de la table dans l'application, on va aller cliquer sur le bouton de la flèche verte pour avoir le menu et choisir le boss qu'on va affronter. Dans cette vidéo, on va utiliser le tutoriel du jeu qui est d'aller affronter Mr. Puppet. Donc cela va éviter d'avoir des divulgateurs sur les vrais boss du jeu. On va donc sélectionner Mr. Puppet.
Et on va cliquer sur le bouton vert pour commencer le combat. On nous dit de piocher nos cartes, ce qu'on avait déjà fait dans la mise en place. On va donc cliquer sur le crochet pour continuer et on commence la première ronde de combat. Chaque ronde de combat se sépare en 7 phases. La première phase est la phase de planification et c'est là que le boss va annoncer son attaque sur chacun des joueurs. Son attaque est indiquée à côté du portrait de chaque joueur, donc ici il veut faire une attaque de 5 dégâts sur notre elfe magicienne et il veut faire aussi une attaque de 5 dégâts sur notre nain rogue. Les joueurs sont donc conscients de la quantité de dégâts que le boss va leur faire dans la phase d'attaque et ils peuvent essayer de se protéger en jouant différentes cartes avec leurs actions pour diminuer ces valeurs de dégâts. On passera ensuite à la deuxième phase qui est la phase bouclier, mais dans la première ronde du tutoriel, cette phase est ignorée, donc on reviendra un peu plus tard. Et c'est ce qui nous amène à la phase 3 qui est la phase d'action et c'est là que les joueurs vont jouer à tour de rôle pour jouer des cartes de leurs mains pour essayer d'attaquer le boss et de se défendre. L'objectif du jeu est de vaincre le boss. On voit la quantité de points de vie qu'il a dans le bas de l'application, donc il a 48 points de vie. On a le sablier qui nous indique à quelle ronde on est rendu, donc ici on est dans la ronde 1. La zone au milieu va nous indiquer les boucliers lorsque le boss aura des boucliers qui vont s'ajouter dans la phase de bouclier des prochaines rondes. Donc au début de la phase 3, les joueurs doivent décider quel joueur va commencer à jouer et par la suite on va alterner en sens horaire entre les joueurs jusqu'à temps que les joueurs aient joué 3 actions chacun. Disons que mon elfe magicienne veut débuter, on va donc cliquer sur son portrait pour indiquer qu'elle sera la première joueuse pour cette ronde. Donc le portrait du joueur actif va être en mouvement pour indiquer que c'est ce joueur qui doit jouer une action et l'application va nous l'indiquer. Donc Root doit performer une action en jouant une des cartes de sa main. Les joueurs ont chacun 3 actions qu'on peut voir par les ronds bleus qui sont dans le portrait de leur personnage. Une action est simplement de jouer une des cartes de sa main pour appliquer l'effet qui est indiqué sur sa carte. Dans le tutoriel contre Monsieur Poppet, on a seulement des cartes de base qui vont faire soit des effets d'attaque, des effets de support ou des effets de protection. On peut reconnaître les différents types d'attaques aux différents symboles des cartes et leurs couleurs. Donc on a le symbole de l'épée qui représente les attaques avec des armes de mêlée. On a le symbole des flèches qui représente les cartes jaunes qui sont les cartes d'attaque à distance. Et on a le symbole bleu qui représente les attaques de magie. Pour chacun des types d'attaques, on va aussi avoir des cartes de support. Donc, on va avoir le même symbole, sauf qu'il va y avoir un petit plus à l'intérieur pour indiquer que c'est une carte support et non une carte attaque. Les effets des cartes d'attaque ainsi que des cartes support est généralement d'infliger un certain nombre de dégâts au boss. Par contre, pour jouer une carte support et appliquer son effet, il faut qu'au moins un joueur ait joué une carte d'attaque de ce type dans la ronde. Donc, comme c'est la première action de la ronde, ce ne serait pas une bonne idée de jouer une carte support puisque son effet ne s'appliquera pas et la carte sera jouée pour rien. On serait donc mieux de commencer avec une attaque. Donc, je pourrais jouer ma boule de feu qui va infliger 4 dégâts au boss. Pour jouer ma boule de feu, on va prendre la carte et on va aller la scanner au-dessus de la caméra. Et la caméra va indiquer qu'on est en train de jouer la boule de feu et va appliquer les dégâts au boss. Donc le boss vient de perdre 4 points de vie. Il est donc maintenant à 44 points de vie. Une fois qu'une carte a été jouée, le joueur va la placer dans sa zone de jeu personnelle. Elle ne va pas tout de suite dans notre défausse. C'est maintenant au tour de Darwin de jouer une action. Il va décider de jouer ses bracelets de protection qui va lui permettre de protéger 2 dégâts de 2 joueurs différents. On va donc scanner les bracelets de protection. On va les placer dans sa zone de jeu. Et on va ensuite choisir les cibles pour la protection. Donc, il va se protéger lui-même de 2. Et il va aller protéger Root de 2 points de dégâts également. On voit que les valeurs sur l'attaque du boss ont été descendues à 3 chacun. On revient à Root qui maintenant pourrait aller jouer sa carte de support puisque au dernier tour, elle a joué une carte d'attaque. Donc, les cartes de support magiques sont maintenant jouables par les joueurs. On va donc scanner la carte de Magic Explosion et on va aller infliger un autre 4 dégâts au boss. Darwin décide avec sa deuxième action d'aller jouer une carte d'attaque de mêlée. Il va donc scanner sa carte et il va donner un gros coup de hache au boss qui va lui infliger 4 points de dégâts aussi. Avec sa troisième action, Root va décider de jouer cette carte qui va faire 2 effets. Donc, ça va faire 2 dégâts magiques et ça va aussi faire 2 de protection. Elle va décider d'appliquer sa protection sur elle-même. On va donc cliquer sur son portrait et on voit que les dégâts du boss sont maintenant à 1. Et Darwin, pour sa dernière action, va aller jouer une carte de support de mêlée qui est maintenant possible d'être jouée parce qu'il a joué une carte d'attaque au dernier tour. Donc, il va aller scanner sa carte et il va infliger 3 points de dégâts sur le boss.
On a donc terminé la phase d'action et on va aller maintenant à la phase 4 qui est la phase d'attaque où le boss va aller infliger ses dégâts sur les héros. Donc il inflige 3 dégâts sur Darwin puisqu'il a seulement réussi à en bloquer 2 avec ses bracelets. Il va donc perdre 3 points de vie et on va donc diminuer de 3 sur sa roulette. Il va passer de 24 à 21 points de vie. Et par la suite, il va attaquer Root. Donc il a seulement 1 point de dégâts restant sur Root puisqu'elle a joué 2 cartes de protection. Et on va donc diminuer de 1 sa roulette de points de vie pour l'emmener à 20 points de vie. Dans cette première ronde, on va sauter la phase 5, qui est la phase statut. Donc, si les joueurs avaient gagné, par exemple, des jetons de poison, chaque jeton de poison aurait infligé 1 point de dégâts aux joueurs qui les avaient. Même chose si le boss a aussi reçu des effets de poison. Les effets vont se déclencher dans cette phase de jeu. On passe donc à la phase 6, qui est la phase de défausse. Premièrement, toutes les cartes qui sont dans notre zone de jeu qu'on vient de jouer seront maintenant placées dans notre défausse. Ensuite, on doit vérifier si on dépasse notre maximum de cartes en main. Donc ici, j'ai un maximum de 7 cartes. Ce n'est pas le cas, j'ai seulement 4 cartes en main. Donc, je n'ai pas à défausser de cartes. Cela veut dire que pendant la ronde, on peut dépasser notre maximum de cartes et c'est seulement dans la phase de défausse qu'on va devoir descendre notre main à notre maximum. De plus, les joueurs peuvent volontairement décider de défausser certaines cartes de leur main pour pouvoir en piocher des nouvelles pour la prochaine ronde. Par exemple, notre elfe magicienne sait que ses cartes de mêlée ne sont pas les plus fortes, donc pourrait décider de défausser ces 2 cartes de mêlée et de les ajouter dans sa défausse. Et par la suite, on va passer à la phase 7, qui est la phase de pioche. C'est là que les joueurs vont aller piocher des cartes de leur deck pour remonter leur main de carte à leur maximum de main. Donc, mon maximum de main est de 7 cartes. Donc, ici, j'en ai 5, 6 et 7. Si jamais on manque de cartes pour piocher, à ce moment-là, on va remélanger notre défausse pour se reformer une nouvelle pioche et continuer à piocher des cartes jusqu'à temps qu'on ait atteint notre maximum de cartes en main, qui pour notre elfe magicienne est de 7. Et une fois que les 2 joueurs ont pioché leur nouvelle carte, on va pouvoir commencer une nouvelle ronde. On va nous indiquer qu'on commence la ronde 2. Donc à la phase 1, le boss va annoncer ses attaques. On voit ici qu'il a annoncé une attaque de 4 contre Root et une attaque qui va lui infliger aussi 2 poisons. Et contre Darwin, une attaque de 5 dégâts qui va lui infliger aussi 2 poisons. Lorsqu'on a une attaque de boss qui va infliger des statuts comme le poison, si on réussit à bloquer au complet les 4 dégâts, par exemple sur l'attaque de Root, à ce moment-là, il ne recevra pas les jetons de poison. À la phase 2, dans la phase bouclier, on voit que le boss a fait apparaître 3 boucliers, donc un bouclier contre chaque sorte d'attaque. Il va donc annuler les 3 premiers points de dégâts en attaque de mêlée, les 7 premiers points de dégâts en attaque à distance et les 5 premiers points de dégâts en attaque de magie. Les joueurs devront donc se concerter et tenter d'établir une stratégie en fonction des boucliers pour le boss durant cette manche. Darwin décide d'être le premier joueur pour cette manche. Il va donc cliquer sur son portrait et va aller jouer sa première action. Il va jouer une petite attaque à distance, mais c'est une attaque avec un symbole d'éclair, c'est-à-dire que c'est une attaque qui va lui donner une action supplémentaire telle qu'indiquée par l'application. Lorsqu'on reçoit une action supplémentaire par un effet de carte, on va indiquer l'action avec un point orange dans le portrait de notre personnage. Et comme mon attaque infligeait 2 points de dégâts, on voit que j'ai fait diminuer de 2 la valeur sur son bouclier à distance. Avec son action supplémentaire, il va jouer une autre carte, cette fois-ci une carte de support à distance, puisque quelqu'un a joué une carte d'attaque. On peut maintenant jouer des cartes de support à distance, et il va infliger 3 dégâts sur le bouclier. Root, à son tour, va jouer sa carte de son arc elfique. Donc, on va scanner sa carte. Et l'arc elfique va aller infliger 4 points de dégâts. Donc, les 2 derniers points, ce qui va briser le bouclier. Et il va infliger 2 points de dégâts sur le boss. Et son arc a un effet supplémentaire de faire piocher une carte à un des joueurs. Root décide d'appliquer l'effet de pioche sur Darwin. Donc, Darwin va pouvoir piocher une carte et l'ajouter dans sa main. Et on va ensuite cliquer sur le petit crochet pour passer au tour de Darwin. Comme son bouclier d'attaque à distance est brisé, on a intérêt à continuer à jouer des cartes d'attaque à distance pour infliger des dégâts au boss. On va donc jouer une carte d'arbalète qui va infliger 3 points de dégâts sur le boss. Root va enchaîner avec sa carte de volée de flèches, qui est une carte de support à distance, pour infliger un 4 points de dégâts sur le boss. Darwin va continuer avec des attaques à distance en lançant une petite grenade naine qui va infliger un gros 2 points de dégâts au boss. Et finalement, Root va terminer un round d'attaque à distance
avec des flèches en obsidien pour infliger un autre 3 points de dégâts au boss. On passe maintenant à la phase 4, qui est la phase d'attaque, où le boss va nous infliger des dégâts selon ce qui est inscrit sur les chiffres à côté de notre portrait. Donc Darwin subit 5 points de dégâts, il va donc descendre sa roulette à 16 et il va recevoir aussi 2 jetons de poison qu'on peut placer sur sa roulette. Maintenant, il va aller passer sur l'attaque de route, donc il va infliger 4 points de dégâts. Elle va aussi descendre à 16 points de vie et elle va aussi recevoir 2 jetons de poison. On passe maintenant à la prochaine phase, qui est la phase 5, la phase de statut. Comme on a des jetons de poison en jeu, tous les joueurs qui ont des jetons de poison vont recevoir 1 point de dégâts par jeton de poison qu'ils ont. Donc Darwin va perdre 2 points de vie supplémentaires, il va être à 14, et même chose pour Root qui va perdre 2 points de vie à cause de ses 2 jetons de poison. Les joueurs conservent leurs jetons de poison, ils pourront seulement les défausser lorsqu'ils vont jouer une carte qui aura un effet de faire défausser des jetons de statut négatif. On passe donc à la phase 6, qui est la phase de défausse. Donc, les cartes jouées par les joueurs seront placées dans leurs défausses respectives. Ensuite, les joueurs peuvent décider de défausser des cartes de leurs mains s'ils le veulent. Et ensuite, on va passer à la 7e phase, qui est la phase de pioche. Donc, Root va remonter sa main à 7 cartes. Elle n'a plus de deck. On va donc mélanger sa défausse. Et elle va aller piocher les 3 premières cartes pour ajouter à sa main et la monter à 7 cartes. Alors que Darwin a une taille de main de 6 cartes, il a donc encore 2 cartes dans son deck, donc il n'a pas besoin de remélanger pour l'instant sa défausse. Et on est prêt à commencer la ronde numéro 3. On nous indique que M. Poppet entre en rage, ce qui va augmenter les effets de ses attaques. Les rages peuvent survenir après un certain nombre de rondes ou bien après avoir infligé un certain nombre de dégâts au boss. On doit donc essayer d'en finir au plus vite avec lui puisque ses attaques seront encore plus fortes. Donc ici, il va faire 8 points de dégâts à Darwin et lui infliger 2 poisons et 7 points de dégâts à Root et lui infliger 2 poisons. Donc il est vraiment enragé, ce Monsieur Poppet. Donc tentons d'en finir au plus vite avec lui. On passe donc à la phase 2. Donc on voit que ses valeurs de bouclier sont différentes. Il a 7 de bouclier en mêlée, 3 de bouclier à distance et 5 de bouclier magique. Allons-y avec notre phase d'action. Il a subi des dégâts parce qu'il était épuisé de s'être enragé, donc il lui reste seulement 8 points de vie, donc on doit essayer de le terminer dans cette manche. Root va commencer et va aller jouer son arc elfique. Donc ici, c'est des flèches, ça c'est du support. L'arc elfique est ici. On commence avec une grosse attaque. 4 points de dégâts à distance, on brise le bouclier, on inflige un dégât. Et on permet à un joueur d'aller piocher une carte. On va donc donner l'effet de pioche à Darwin qui va devoir remélanger sa défausse pour se former une nouvelle pioche. Et il va aller piocher une carte. Justement, c'est une carte à distance, donc il va pouvoir la jouer puisque le bouclier est déjà brisé. Donc, c'est à lui juste après. On va scanner cette carte pour infliger 2 de dégâts sur le boss qui est maintenant à 5. On va lui faire une attaque de support à distance qui va lui infliger un autre 4 dégâts. Il lui reste seulement 1 point de vie. Et finalement, Root va pouvoir l'achever avec une carte d'attaque à distance pour lui infliger un dégât. Et le boss est vaincu. Et les joueurs remportent la partie. Si jamais un des joueurs avait atteint 0 point de vie, à ce moment-là, les héros auraient perdu la partie. À la fin d'une partie, lorsqu'on va battre un boss, on va aussi aller gagner des récompenses et ajouter des nouvelles cartes dans notre deck ou enlever aussi des cartes de notre deck pour pouvoir l'ajuster pour les prochains boss. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Boss Fighter QR. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Et voilà, c'était les règles du tutoriel de Boss Fighter QR. Donc après le tutoriel, vous allez avoir une amélioration sur votre deck. Donc chaque héros va recevoir 4 cartes héros de plus et 4 cartes de classe. Donc vous allez acheter 8 cartes à votre deck après le tutoriel. Ce sont toutes des cartes qui ont une belle saveur thématique, qui vont ajouter des nouveaux effets différents. Donc le deck de base pour le tutoriel, c'est principalement des attaques, des défenses.
On a des fois un petit effet qui fait piger une carte, qui fait quelque chose de funky. Mais toutes ces cartes-là sont funky, vont vous donner vraiment une belle saveur thématique à votre personnage. Puis vous allez ressentir votre personnage encore plus quand vous allez ajouter ces cartes-là et que vous allez pouvoir enchaîner sur un vrai boss. C'est quoi la différence aussi avec le tutoriel puis les vrais boss que vous allez affronter par la suite? C'est qu'il va souvent avoir des aspects de déduction, des aspects d'apprentissage. Donc, en plus de ces attaques sur chaque personnage, comme on a vu qu'on peut se défendre pour diminuer ces valeurs-là, le boss va aussi avoir une attaque de fin de manche, si on veut. Puis chaque boss en a souvent deux, fait que là, ça va alterner d'une à l'autre. Fait que là, quand on va subir cette attaque-là, on sait que dans 2 manches, il va refaire la même attaque. Fait qu'on peut comme se préparer en conséquence, l'anticiper, essayer de se protéger ou de jouer des cartes qui vont nous avantager. Fait qu'on a aussi cet aspect d'apprentissage-là qui, je pense, est important dans un jeu de boss battler. On a aussi des boss qui vont avoir des fois des réactions, donc ils vont faire des contre-attaques, qui vont vous interrompre après que vous ayez joué une carte. Et encore une fois, on va vous dire que le boss a un pattern. C'est à vous de le découvrir. Pourquoi il fait une contre-attaque quand je joue cette carte-là, mais qu'il n'en fait pas quand je joue celle-ci? C'est quoi le pattern? Est-ce qu'il fait une contre-attaque quand je fais une attaque, quand je fais un support, quand je fais un certain nombre de dégâts? Fait que ça aussi, ça fait partie de la découverte de voir, OK, il fait une contre-attaque quand j'ai joué cette carte-là. Pourquoi? On fait des tests, on essaie de le découvrir. Puis après, on va évidemment essayer d'éviter ces contre-attaques-là qui sont très néfastes. Puis que si on ne fait pas attention, on va se faire dévisser par le boss. Fait que cet aspect d'apprentissage, de déduction-là, c'est quelque chose qui est très important dans ce style de jeu-là des boss battlers. Puis je pense qu'il le reproduit vraiment bien. Et chaque boss a vraiment sa saveur thématique aussi à lui. On va ajouter éventuellement des nouveaux jetons de statut. On va avoir aussi des cartes de malédiction qui vont s'ajouter dans le jeu que certains boss vont utiliser. On va avoir des pions de terreur, des pions de paralysie, des pions de feu. Donc différents statuts qui vont faire différents effets qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Fait que vraiment une belle progression au niveau des règles. Le jeu, ça prend vraiment bien parce que justement, on lance le tutoriel, on a quelques cartes de base, il nous guide, on apprend la structure du tour de jeu, on apprend un peu le symbolisme dans le jeu, les différentes phases, comment ça fonctionne, les attaques, les supports, les protections. Et après ça, de partie en partie, on va ajouter des nouvelles règles, des nouveaux jetons, des nouvelles affaires. Une des choses qui va être cool aussi, c'est des items. Donc, on va avoir des jetons qui représentent des objets, par exemple des potions de soins, le sac à dos, un sac à dos médicinal qui peut nous enlever des jetons de statut. Puis, dans le fond, au lieu de jouer une de nos cartes à une de nos actions, on va utiliser un de ces items-là. Fait qu'on va scanner le jeton. Puis on va avoir une carte aussi qui est sur la table qui explique l'effet du jeton. Certains items, on peut les utiliser à l'infini, alors que d'autres items comme les potions, une fois qu'on l'a utilisé, on le défausse. Fait que ça aussi, ça va ajouter de la versatilité dans les actions qu'on peut faire. En plus des cartes de notre deck, on peut aussi jouer les différents items. J'aime aussi beaucoup la direction artistique, donc le visuel des cartes, le visuel des personnages et tout ça, donc le DA. Même si c'est du fantasy générique, c'est quand même bien illustré et bien représenté. Pour l'application mobile, évidemment, si vous êtes des puristes qui détestent les jeux avec application, je pense pas que ça va vous faire changer d'avis. Donc, elle est quand même très présente. Elle est très bien faite, par contre, si vous êtes comme moi, que vous aimez les jeux hybrides qui ont une application et qui vont utiliser des composantes physiques. Je trouve que la dichotomie est bien faite entre le boss et ton personnage. Dans le fond, l'application, elle gère uniquement tout ce qui est le boss. C'est pour ça que tu scannes tes attaques parce que dans le fond, ils vont enlever les points de vie au boss puis il va gérer les différents effets. Mais tout ce qui est effet sur ton personnage, c'est toi qui le gères. Donc, tu as ta roulette de points de vie. Si tu reçois des jetons de statut, tu vas les placer sur ton personnage. Si tu pioches des cartes, tu vas piocher des cartes. Fait que tout ce qui est physique de ton personnage, c'est tout toi qui gère ça. Et tout ce qui est boss, c'est l'application qui gère ça. L'application aurait pu gérer plus d'affaires, on aurait pu gérer les points de vie des héros, on aurait pu gérer plein de trucs, mais on dirait qu'ils ont réussi à avoir un bel équilibre entre faut que les joueurs quand même s'occupent, s'investissent dans le jeu. Donc si l'application gère trop d'affaires, des fois les joueurs décrochent plus facilement. Donc là, le fait qu'on gère nos personnages puis que l'application gère le boss, je trouve que c'est un beau compromis entre les deux, c'est un bel équilibre qui est atteint. Le jeu a un beau système de rangement aussi. Vous avez une petite boîte comme ça pour chaque personnage. Fait que vous pouvez placer votre deck, vos affaires à l'intérieur. Puis aussi, à chaque fois qu'on va battre un boss, on va déverrouiller du loot. Donc des nouvelles cartes qu'on va ajouter, qu'on va aller déverrouiller dans ces boîtes-là.
Et on va pouvoir ajouter des cartes à notre deck. Donc on va pouvoir ajouter une carte dans le loot, dans notre deck. C'est nous autres qui va la choisir. Fait que ça nous permet de personnifier un petit peu notre deck plus on va évoluer. Et ça nous permet aussi d'enlever des cartes de notre deck. Fait qu'on a vraiment un aspect de deck building qui va s'installer entre les parties où on gagne du loot qui sont des cartes vraiment cool, qu'on peut personnifier notre deck comme on veut. Puis on peut enlever nos cartes de base qui vont finir par se faire remplacer par des cartes plus puissantes tant qu'on garde un deck de minimum 20 cartes. Fait que ça, c'est un aspect qui est intéressant. On a aussi d'autres affaires qui vont évoluer, dont ta carte de héros, ta carte de classe. Tu vas finir par avoir des cartes avec des habiletés aussi, ce qui va donner encore plus de saveur à ton personnage selon le personnage et la classe que tu as choisi. Puis c'est cool ce système-là, le fait que tout peut se mélanger. Donc je peux faire un magicien elfe, mais je peux faire un magicien nain, je peux faire un magicien halfling, je peux faire un magicien troll. Fait que dans le fond, on va mélanger nos deux decks ensemble pour former notre personnage. C'est un principe que je trouve intéressant. D'ailleurs, ils ont déjà prévu une extension qui va être la jungle, qui va ajouter 5 nouveaux boss qu'on nous promet d'être encore plus difficiles que les 10 boss du jeu de base. Et on va ajouter 2 nouvelles classes, le paladin et le chaman, et 2 nouveaux personnages, le gobelin et la dryade. Et évidemment, tout ça va pouvoir se mélanger avec les classes et les personnages de la boîte de base. Et le jeu va être traduit en français éventuellement. Donc ça a été annoncé qu'il va y avoir une relocalisation en français, ce qui est super intéressant. On a quand même un bel aspect de coopération. La communication est limitée au minimum, c'est-à-dire que la seule chose qu'on ne peut pas communiquer, c'est la valeur numérique sur nos cartes. Fait que je peux dire que j'ai une attaque à distance, j'ai un support magique, j'ai des cartes pour protéger, mais je ne peux pas juste dire les valeurs numériques à mes coéquipiers. Fait qu'on peut quand même parler beaucoup puis se coordonner. On peut jouer des cartes de protection pour protéger les autres. Des fois, justement, on a un effet qui permet de donner une action supplémentaire à un joueur. Fait que là, qui veut faire une action, qui a une bonne carte à jouer, qui veut piger des cartes. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider les autres avec nos actions. Fait que ça fait une dynamique qui est intéressante autour de la table. Les jeux de boss battlers, souvent, c'est des méga gros jeux de figurines avec des méga figurines de gros monstres qui sont les gros boss que tu affrontes. C'est des jeux qui sont souvent hyper dispendieux. C'est des jeux aussi qui ont beaucoup de règles. Celui-là, il nous donne un feeling de jeu de boss battler, mais dans un système qui est accessible, qui est quand même assez simple d'approche, qui évolue quand même bien aussi au fur et à mesure, puis qui n'est pas très dispendieux. C'est un jeu qui se vend une soixantaine de dollars parce que c'est principalement un jeu de cartes tout simplement avec l'application mobile. Fait que je trouve que c'est une belle alternative pour vivre une expérience de boss battler avec un côté qui est pas trop cher et un côté qui est quand même simplifié niveau règles. Le jeu est jouable en solo, on va tout simplement jouer 2 personnages en simultané. C'est peut-être une configuration que je vais moins aimer parce que gérer 2 decks de personnages, gérer 2 personnages, je trouve que des fois c'est fatigant. Mais si vous êtes le genre de joueur qui est habitué de jouer 2 personnages dans un jeu coop, ben ça se fait quand même très bien pour celui-là si vous voulez le jouer en solo. Pour les côtés négatifs, niveau matériel, les cartes sont de qualité très standard, on va dire, donc bien ordinaire. Donc les cartes sont un peu minces, c'est pour ça que j'ai décidé de les protéger dans des sleeves pour évidemment pas que les codes QR sur les cartes se maganent, parce que si on n'est plus capable de scanner nos cartes, on ne sera plus capable de jouer et ça va devenir un problème. Un des fun d'un jeu de boss battler, c'est l'aspect de découverte, d'apprendre le boss au fur et à mesure qu'on l'affronte et de s'ajuster en conséquence au niveau de notre stratégie. C'est sûr qu'après avoir refait la campagne une deuxième, une troisième fois, tu connais un peu les patterns des boss. Tu sais que lui, il fait sa contre-attaque à tel moment. Tu sais que lui, il fait telle affaire, il fait telle attaque à la fin de la manche. Donc, c'est sûr que si tu connais les attaques des boss au début des combats, ça devient peut-être un peu trop facile. La bonne chose, c'est qu'on peut ajuster la difficulté. Donc, on a 4 niveaux de difficulté pour chacun des boss. Donc, si jamais justement on joue pour la deuxième fois ou la troisième fois, puis montrer avec d'autres mondes, puis qu'on connaît des informations sur ces boss-là, ben on peut jouer à ces niveaux de difficulté plus élevés si on veut quand même garder un bon challenge. Et évidemment, avec les applications mobiles, ben c'est toujours un point d'interrogation pour le futur. Donc, est-ce qu'à un moment donné, la compagnie va cesser de faire du support? Est-ce que justement les systèmes d'exploitation des cellulaires vont finir par abandonner cette application-là? Donc, c'est sûr que ça a des coûts d'entretien de garder ça à jour avec les mises à jour des logiciels et tout ça. Fait que ça, on ne sait jamais vraiment ce qui va arriver. Fait qu'on se croise les doigts que le jeu ait un beau succès puis justement que ça continue pendant beaucoup d'années. Somme toute, Boss Fighter QR, je vais lui donner une note de B+. J'ai trouvé que c'était un très bon jeu de boss battler qui nous faisait vivre cette expérience-là d'affronter un boss, de se coordonner ensemble, de s'entraider contre un gros méchant.
mais avec un jeu de cartes qui le rend très peu dispendieux au lieu d'avoir des grosses figurines et des gros plateaux et tout ça. Fait qu'on est vraiment côté minimaliste dans un jeu de cartes, mais qui nous est géré par une application mobile qui est quand même très bien faite et qui est très facile à suivre. On a une facilité aussi à apprendre les règles du jeu en suivant le tutoriel. On a une belle évolution au niveau des personnages. On va déverrouiller des cartes, on va améliorer notre personnage, il va gagner des habiletés. Fait qu'on a un beau sentiment de progression tout au long de cette campagne-là. Donc, le jeu devrait arriver éventuellement en français si vous voulez l'attendre, parce qu'évidemment, c'est dépendant du texte qui est écrit sur les cartes. Il va aussi éventuellement avoir la langue française dans l'application. Elle n'est pas encore là, mais ça va venir aussi quand la sortie française arrivera. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos ou les podcasts qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon avec des petits dons mensuels, ce qui vous donne accès aussi à notre serveur Discord et des événements VIP. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.